Bonsoir, merci mille fois d'être présent encore pour ce dernier webinaire de la société M-Touch, un webinaire qui sera consacré à un sujet ô combien intéressant et pourtant nous n'avons pas beaucoup de formation sur ce sujet. Pourtant l'incontinence urinaire est une plainte extrêmement fréquente dans nos officines et nous avons besoin de conseils pour au mieux entourer notre patient dans ce cheminement vers une pathologie qui est bien souvent chronique. Alors vous connaissez maintenant comment se déroule le programme de la soirée, mais je me permets de vous rappeler comment ça, des petites informations pratiques. Donc, au niveau pratique, vous avez une fenêtre qui se situe à la droite de votre écran où vous pouvez poser toutes les questions. Nous poserons les questions à la fin de la présentation. Cette présentation est accréditée, donc tout au long de la présentation, vous aurez des petits pop-up qu'il faudra valider pour bien montrer votre présence, que vous suivez bien la formation et donc qui resteront bien actifs et montrer que vous êtes actif. À la fin de l'exposé, il y aura une partie plus pratique et contrairement aux autres fois, le survey sur l'évaluation de la soirée vous sera envoyé via votre boîte mail. Alors, pour commencer cette soirée sur l'incontinence urinaire et plus spécifiquement sur le matériel, c'est-à-dire les sondes et entouré de toute l'information qu'il faut cette délivrance, nous avons la chance d'accueillir Véronique Duty, qui est infirmière à l'hôpital Erasme. Elle est spécialisée et elle est référente en incontinence urinaire et elle est stomathérapeute. Elle va peut-être vous donner quelques mots de ce qu'elle fait pratiquement à l'hôpital. C'est certainement très intéressant pour qu'on voit le relais de ce qui se passe à l'hôpital. Après sa présentation, nous aurons de nombreuses questions, parce qu'à mon avis, elles seront nombreuses quand on voit, comme vous êtes déjà très nombreux derrière vos écrans après 2 minutes. Donc nous aurons une réponse aux questions. Et puis nous aurons encore 10 à 15 minutes de présentation. Cette dernière partie n'est pas accréditée, donc uniquement la première partie est accréditée, la première heure, mais les 10 à 15 dernières minutes, je vous encourage vraiment à rester connecté pour écouter ces présentations qui sont faites par une déléguée médicale de la société Coloplast, où on va bien nous expliquer pratiquement tous les conseils pour la bonne délivrance d'une sonde. Voilà, je vous accueille avec distance, Madame Véronique Duty, et la présentation est pour vous. Voilà, bonne présentation et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, voilà. Maintenant que nous sommes en sécurité, nous allons pouvoir enlever le masque et ce sera plus convivial sans celui-là. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Madame Évrard l'a déjà fait, mais je me présente au niveau de l'hôpital Erasme. Je suis infirmière stomathérapeute et donc stomathérapeute signifie tout ce qui est en rapport avec des abouchements d'organes à la peau. Et donc, c'est un rôle essentiellement d'accompagnement, de guidance et de soins aux personnes porteurs de poches de stomie, donc les poches urinaires et les poches de selle essentiellement. Il y a d'autres organes qui sont embouchés, mais ce n'est pas le sujet actuellement. Et je suis également, dans le cadre de cette formation de stomathérapeute, référente en incontinence urinaire. Et donc, ce qui signifie que lorsqu'un patient éprouve des difficultés au sein de l'hôpital pour uriner,
lorsqu'il est appareillé avec des matériaux que nous verrons plus tard, eh bien, les médecins de l'hôpital m'appellent et nous voyons ensemble comment éduquer, aider et préparer le futur de ce patient. Voilà, ceci étant fait, nous allons arriver ensemble au parcours de ce moment. Nous allons un petit peu détailler l'anatomie. Et puis nous allons voir un peu ce qui se passe au niveau de la vessie, l'urètre, le sphincter, puisque ça c'est vraiment l'ABC pour l'incontinence urinaire. Et puis nous verrons aussi que les Belges sont nombreux à avoir des problèmes d'incontinence urinaire. Nous verrons également les types d'incontinence et les pathologies qui nécessitent l'utilisation des sondes. On verra les types de sondes, bien entendu, on verra l'évolution dans le temps et on verra aussi par après, donc ce sera Madame Bécu qui pourra voir un petit peu les produits qui sont à disposition des patients. Et il y aura une petite discussion comme on vous a expliqué. Alors, commençons par l'anatomie de l'appareil urinaire masculin. Là, vous voyez que vous avez les deux reins, vous avez les deux uretères qui arrivent au niveau de la vessie, et puis là, vous avez la prostate, hein, ça je ne crois que je ne vous apprends rien, et puis vous avez l'urètre et donc le méa urinaire. Donc ça, c'est l'appareil urinaire masculin. On passe ensuite à l'appareil urinaire féminin, et là, vous avez également les deux reins, les deux uretères, jusque-là, pareil, vessie, et il n'y a forcément pas de prostate chez les dames, vous avez l'urètre directement. Et donc, vous avez un premier constat quand vous voyez ces deux schémas. Vous voyez que l'urètre féminin est beaucoup plus court, il est de plus ou moins 3 à 4 cm par rapport à l'urètre masculin qui, lui, en fait environ 20. Et donc, il y a déjà un premier constat, c'est que dans le choix des sondes que vous aurez à proposer à vos patients, évidemment, le sexe de votre client sera primordial. On passe maintenant au niveau de la présentation anatomique d'une vessie. Et donc là aussi, vous voyez qu'elle a été coupée de manière frontale. Et donc vous avez les deux uretères, vous avez le sac, si vous voulez, l'organe creux qui est la vessie, et vous avez l'urètre en dessous. Celle-là, c'est un schéma un peu basique. À côté, vous avez un schéma un peu plus détaillé que je vous laisse parcourir. Et là, vous avez une vessie avec un appareil masculin, puisque vous voyez qu'il y a une prostate qui entoure cet urètre. Donc, juste en dessous du sphincter, vous avez la prostate qui entoure l'urètre. Et ça, c'est important de bien avoir ça en considération, parce que vous verrez que plus tard, ça a un impact au niveau des sondages et aussi au niveau des choix des sondes des patients, des clients masculins. Jusque-là, je pense que vous suivez bien. Donc la vessie, c'est une forme, c'est en fait le détrusor, c'est l'enveloppe qui entoure la vessie, qui est en fait formée de fibres musculaires lisses et dont la structure est faite pour assurer la fonction de stockage, donc elle peut un petit peu se mettre en expansion si vous voulez, et d'expulsion également. Donc il y a aussi des formes de remplissage et d'expulsion. C'est un système de basse pression, donc qui évidemment empêche les urines de remonter, et cette vessie peut tolérer plus ou moins 400 millilitres. Donc ça, c'est une moyenne. Donc la capacité vésicale d'une personne, je dirais, normale est plus ou moins 400 millilitres. Cette vessie peut, avec le temps, avec les forces, proposer plus, d'avoir une capacité plus, c'est-à-dire 500-600 millilitres. Et elle doit de toute façon se contracter pour pouvoir déclencher la miction. Et donc vous verrez que ce mécanisme-là, c'est vraiment principal parce que dans les formes d'incontinence, il y a beaucoup de soucis au niveau de la capacité et de la contraction. L'urètre, c'est le canal qui vient du col vésical au méa urinaire. Donc vous avez le rein, les deux uretères, mais
une seule urètre. Elle est plus ou moins de 3 à 4 cm chez la femme, 20 cm chez l'homme, nous venons de le voir. Elle doit empêcher les fuites en phase de remplissage, forcément, au sens ça, vous êtes incontinent. Et elle doit pouvoir se relâcher pour permettre la miction. Elle est libre de tout obstacle et d'irritation et d'infection urinaire. Le sphincter, ça c'est aussi un gros problème, hein, quand il ne fonctionne plus, vous êtes vraiment très ennuyé et vous avez de grosses incontinences urinaires. Donc le sphincter urétral, il est composé de 2 parties. Le sphincter lisse qui est un système réflexe et le sphincter strié qui est en fait le robinet. Je vous laisse découvrir le schéma à l'extrême droite de votre slide. Et à gauche, vous avez également la vessie en coupe frontale également. Et vous avez de nouveau le sphincter urinaire, l'urètre, et vous avez aussi le plancher pelvien qui vient se mettre avec les muscles. Ça va jusque-là? Alors, l'incontinence et les Belges. Eh bien, l'incontinence est très fréquent. C'est vraiment un sujet vraiment très, très important parce qu'elle atteint environ, au dernier chiffre que j'ai regardé, il datait de 2 ans, mais ils sont quasiment similaires. Il atteint environ 600 000 Belges, donc c'est énorme. Et c'est essentiellement plus de femmes que d'hommes. On a un pourcentage de 30% de femmes et de 10% d'hommes. On verra un petit peu après. Pourquoi ? Alors, chez les enfants aussi, on parle d'incontinence urinaire, je vais vous détailler un petit peu. Eh bien, l'incontinence urinaire chez les enfants, ça s'appelle l'énurésie, c'est les mictions nocturnes. Et ça touche aussi 2 tiers de petites filles pour 1 tiers de petits garçons. Les dames, eh bien, on les retrouve, pourquoi 30%? Eh bien, on les retrouve parce que essentiellement postpartum, donc les grossesses, les accouchements, la ménopause, ce sont tous des facteurs qui sont beaucoup plus aggravants dans l'incontinence. La personne âgée, essentiellement, donc on va aussi avoir des chiffres qui vont augmenter dans les prochaines années puisque notre population vieillit de plus en plus et donc nous allons être confrontés de plus en plus aux problèmes d'incontinence. Les troubles prostatiques chez les messieurs, qui sont aussi une des causes vraiment essentielles d'incontinence chez les messieurs. Le sport de haut niveau, il faut savoir que le sport de haut niveau, bien quand les grands sportifs, ils ont des muscles, les grands droits essentiellement, qui sont tellement puissants, tellement rigides, qu'il n'y a plus justement cette basse pression et qu'il y a au contraire une surpression au niveau de la vessie et ça entraîne des grosses incontinences urinaires. Et il y a énormément de jeunes sportifs professionnels qui souffrent de ce problème-là. Puis vous avez également tous les troubles neurologiques, les problèmes de patients qui ont eu des traumatismes neurologiques, donc ou avec des ruptures au niveau de la colonne vertébrale, des patients qui sont donc handicapés. Également les patients qui ont des scléroses en plaques, d'autres pathologies neurologiques qui créent des soucis d'incontinence urinaire parce qu'il n'y a plus d'influx nerveux correct qui peut coordonner la miction. Malheureusement, les abus sexuels, et il y en a également, et certains médicaments peuvent favoriser une incontinence urinaire. Donc, ça aussi, ça peut arriver, et donc il faut bien faire une anamnèse, ça c'est de notre côté, du côté médical, bien faire l'anamnèse des médications, et vous également, vous avez un rôle, si vous distribuez un médicament, bien peut-être le stipuler à votre client que ça pourrait arriver. L'impact de l'incontinence sur la vie, bien évidemment, c'est un impact qui est très important sur la vie sociale des gens, la vie culturelle, la vie sportive et la vie professionnelle, parce que quelqu'un qui est incontinent, eh bien, c'est vraiment une entrave importante dans tous ces cas de figure. Le coût de l'incontinence est élevé parce que tout n'est pas remboursé malheureusement au niveau de nos mutuelles
Il y a bien un forfait incontinence, mais qui est vraiment anodin par rapport à l'achat des protections, donc les protections qu'on retrouve chez vous, si vous êtes partie bandagiste, mais également dans les grandes surfaces. Et donc, cela a un énorme coût pour le patient. Donc, ça, c'est les protections, je dirais, mécaniques. Et donc, il y a les autres alternatives qui sont les sondes. Mais ça, heureusement, elles sont remboursées par la mutuelle. Donc, forcément, quand vous avez une entrave dans votre vie sociale, dans votre vie culturelle et professionnelle, entre autres, vous avez un gros impact psychologique. Déjà rien que dans votre vie de tous les jours, si vous êtes incontinent, ben forcément vous allez avoir des gros soucis au niveau psychologique. Cette incontinence crée de l'isolement, surtout chez les personnes âgées et également chez les plus jeunes, parce qu'on a moins tendance à partir, à sortir en société, à aller au théâtre par exemple avec des amis, donc on s'isole un peu. Et la personne âgée essentiellement s'isole également. C'est d'ailleurs un des problème, c'est la première cause, une des premières causes quand même de placement en institution, parce que les personnes qui sont incontinentes, tant qu'elles sont, elles sont âgées, elles sont grabataires, ça passe parce qu'il y a quand même tout un service adéquat. Mais à partir du moment où elles deviennent incontinentes de selle d'urine, eh bien, la famille commence à perdre pied, on n'a plus d'infrastructure et donc on met les patients en isolement, pas en isolement, pas encore, mais en placement en institution, pardon. Donc, maintenant, nous allons passer aux différents types d'incontinence urinaire. Je vous en ai cité ici, je pense que j'ai fait un bon tableau de tout ce que l'on peut avoir. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'incontinence d'effort. Ça, je pense que du nom, eh bien, c'est-à-dire que chaque fois que la personne exerce un effort, c'est-à-dire soulever quelque chose, mais ça peut être également tousser simplement, hein, le fait de tousser, de rire, vous avez une pression et donc vous avez une incontinence. L'incontinence mixte, c'est une incontinence et d'effort et, si vous voulez, de trop-plein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une incontinence tout à fait sans avoir un effort. Le trop-plein lâche, si vous voulez, le sphincter s'ouvre et il y a un trop-plein qui dépasse. Et donc, ça, c'est l'effort et le trop-plein. C'est pour ça qu'on l'appelle mixte. Puis vous avez l'incontinence d'origine neurologique, on en a parlé tout à l'heure. Donc lorsqu'un patient a un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale, on a effectivement une rupture des transmissions au niveau du cerveau. Je ne suis pas rentrée trop dans les détails parce que ce n'était pas le but, hein, et que ça c'est assez pointu, mais donc vous avez tous les nerfs sacrés qui viennent innerver au niveau cérébral. Et donc forcément, s'il y a une rupture de cette zone, eh bien, vous n'avez plus de continence. Vous avez aussi les patients qui sont atteints de sclérose en plaques, de maladies de Parkinson et maladies dégénératives ont souvent un impact sur la continence urinaire et fécale également. L'incontinence par regorgement, je vous en ai donné un petit peu, je vous ai cité déjà un peu dans l'incontinence mixte. Donc, c'est des patients qui remplissent au niveau vésical. On avait dit tout à l'heure 400 millilitres. Ces gens peuvent aller, parce que le détrusor se détend un peu, et donc on peut aller jusqu'à 500-600 millilitres, mais à un moment donné, eh bien, il y a un lâche, si vous voulez, le sphincter urinaire, urétral, eh bien, doit lâcher, et donc vous avez quelques fuites qui apparaissent, et donc ça n'est pas vidé, la vessie n'est pas vidée, mais elle dégorge, il y a un regorgement. Incontinence de la personne âgée, eh bien, quand on a, avec l'âge, effectivement, on a une hypotonie. Et donc, on a aussi des descentes de vessie parfois. Et tout ça peut provoquer cette incontinence d'urine. Et donc, qui crée vraiment un gros problème. L'incontinence de l'enfant. Alors, l'incontinence de l'enfant, c'est un petit peu plus particulier. Un enfant, on peut le considérer incontinent, on peut citer une incontinence chez un enfant une fois à l'âge de 5 ans. Entre la naissance et l'âge de 5 ans, on ne peut pas considérer qu'un enfant est incontinent. C'est-à-dire que la vessie a besoin d'une maturité pour arriver à être continente. Et donc, si on a un enfant, il ne faut pas s'inquiéter.
avant l'âge de 5 ans. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas les traumatiser parce que c'est aussi, les parents aimeraient bien qu'ils soient propres. Dans les écoles, on doit les avoir propres dès 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, malheureusement, c'est scientifiquement acté qu'une vessie d'un enfant mature seulement après l'âge de 5 ans. Alors, une fois cet âge de 5 ans atteint, eh bien, si votre enfant ou si l'enfant a toujours des problèmes d'incontinence urinaire, on doit constater cette incontinence pendant 6 mois. Et donc, quand il a 5 ans et 6 mois, plus ou moins, alors là, il est temps quand même de poser une question et d'aller voir un neurologue ou un pédiatre spécialisé qui va vous conseiller, guider les actes et les examens à suivre. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour l'enfant, mais ça valait la peine. Et je pense aussi, ce qu'il y a aussi, c'est l'incontinence avec des patients qui ont eu une prostatectomie. Donc je vous ai dit que dans les 10% masculins, essentiellement c'était des problèmes liés à la prostate. Et donc quand on a fait l'ablation de la prostate chez les patients, chez les clients, vous avez si vous voulez, une laxité au niveau de l'urètre, et donc tout ça avec la kiné, c'est essentiellement la kinésithérapie qui va aider ces patients, mais donc vous avez des incontinences légères, moyennes et parfois même fortes. Ça va jusque-là? Tout va bien? Donc, j'ai détaillé ici un type d'incontinence urinaire qui sont les troubles de l'inhibition vésicale. Et donc, ce sont des contractions vésicales anormales, fréquentes pour de faibles volumes urinaires. Donc là, vous voyez que c'est tout à fait différent de ce que je vous ai dit. La vessie ne doit pas être maximum, elle ne doit pas être remplie complètement. Et des contractions anormales viennent, si vous voulez, titiller ce détrisore. Et donc, elles sont non ou mal inhibées par le système céphalique, forcément, puisque je vous ai dit que c'était le système céphalique qui nous donnait les impulsions. Et donc, vous avez 3 symptômes. L'impériosité simple avec une retenue satisfaisante. Donc, ça, c'est le début. Puis vous avez des urgences mictionnelles avec une retenue de courte période. Je pense qu'on ne peut pas se considérer incontinent, mais on a tous déjà vécu ce genre de cas de figure. Et puis vous avez l'incontinence urinaire avec perte de retenue. Là, il y a plus, ça ne fonctionne plus, vous avez vraiment des fuites urinaires. Donc ces troubles de l'inhibition, elles se rencontrent chez l'adulte, souvent chez les femmes, qui ont plus d'instabilité vésicale que chez les hommes. On n'a pas encore bien détaillé, on fait énormément de travaux là-dessus. Il s'agirait d'un nerf pudendal, enfin bon, il y a plein de possibilités. Et chez les personnes atteintes de maladies neurologiques ou d'accidents, donc les traumas. Donc on retrouve ces cas de patients, les traumas atteintes de la moelle épinière, qui eux ont évidemment plein de soucis avec ces innervations céphaliques qui sont perturbées. Et donc vous avez vraiment des contractions anormales avec des sensations de besoin d'uriner fréquents. Et donc, c'est aussi favorisé par la présence d'une infection urinaire. Ça, je pense que, j'espère que vous n'en avez pas eu trop, mais la plupart des personnes qui ont eu des cystites, eh bien, c'est la même chose. Vous avez vraiment des contractions anormales, douloureuses, avec des envies fréquentes et que vous n'avez pas d'urine vraiment qui coule. Ça, c'est vraiment en cas de cystite. Ici, c'est dans l'incontinence, là, il y en a effectivement. Alors, le traitement de cette instabilité, et ça c'est une petite parenthèse, mais je voulais vous la présenter parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des instillations vésicales de médicaments qui agissent sur le détrusor, donc sur ce muscle, pour, si vous voulez, le neutraliser cette hypersensibilité. Et donc, je vous ai mis 2 produits que vous connaissez probablement en milieu pharmaceutique, sans en faire de la publicité, mais c'est les 2 seuls à ma connaissance sur le marché pour ce cas de problème. Vous avez l'hyaluryle et l'uracil. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que vous avez, et ça crée souvent, j'ai souvent des retours avec les patients, donc on s'éloigne un peu, mais vous avez 2 formulaires. Donc, le patient ou nous vous faxons ce genre de demande
pour pouvoir commander le médicament. Ça, c'était pour l'Uracist, et vous avez la même chose pour l'Hialuryl, en français et en néerlandais de l'autre côté. Voilà, donc ici, partie francophone. Et donc, vous avez un numéro de fax, enfin bon, voilà. Donc, comme ça, vous savez que lorsque vous avez des demandes de ces deux produits, le médecin est censé vous donner ces deux attestations pour vous pouvoir les commander. Voilà, petite parenthèse terminée. Et donc, on va arriver vraiment dans les sondages lorsqu'on doit faire ces instillations de produits, de médicaments. On appelle ça des sondages in-out, c'est-à-dire on rentre et puis on met le produit, on ressort. Donc ce sont des sondes toujours à usage unique et ces sondes sont généralement non lubrifiées. Elles sont dites sondes sèches. Et là, votre rôle est important. Si un patient, un client vient vous chercher une sonde pour ces cas de figure, par exemple, toujours vendre cette sonde qui est donc non lubrifiée avec un lubrifiant. On ne sonde jamais sans lubrifiant. C'est très important. Ça va ? Et donc, j'ai mis xylocaïne ou similaire parce que voilà, il y en a quand même pas mal sur le marché aussi. Donc, sonde sèche égale acheter un lubrifiant avec. Voilà, ça c'est la base. Alors, rétention urinaire, donc on est vraiment dans le sujet maintenant, c'est l'incapacité de vider totalement ou partiellement la vessie avec détérioration des contractions du muscle. Ça peut être aussi un blocage de l'ouverture du sphincter et manque de coordination entre les contractions de la vessie et le relâchement du sphincter. Vous pouvez aussi avoir hypertrophie de la prostate. Et donc là, il y a un rétrécissement de la lumière de l'urètre. On avait vu ça dans les schémas précédents. Et donc là, c'est les différents cas de figure que vous avez pour la rétention urinaire. Alors, quel est l'impact de cette rétention? Parce que voilà, j'ai fait une rétention urinaire, on a tendance un peu à minimiser, surtout si c'est arrivé une fois, deux fois, on n'a pas trop fait de mise au point. Eh bien, c'est très important puisque votre vessie ne se vidange pas complètement. Vous risquez d'avoir des infections urinaires à répétition. C'est d'ailleurs comme ça qu'on détecte les patients parce qu'ils viennent avec des plaintes d'infections urinaires. Donc, ça leur, un peu les cystites, ils arrivent dans ces cas de figure. Alors, si elle n'est pas traitée, on peut avoir, parce qu'à ce moment-là, il y a un reflux de l'urine dans les deux uretères et qui arrive au rein, et donc à long terme, on peut avoir une insuffisance rénale. Donc, c'est quelque chose d'assez grave et très important. Donc, la rétention provoque forcément l'incontinence urinaire, puisque la vessie, la grande capacité, à un moment donné, il faut que ça se libère, on ne peut pas assumer tout, donc on a une incontinence urinaire et des mictions fréquentes. D'où l'importance des fréquences de sondage intermittents. Donc ça, je change un petit peu. C'est-à-dire que quand on a un patient qui a une rétention urinaire et qu'elle a été détectée, l'urologue et les équipes médicales vont préconiser ce qu'on appelle des autosondages. Donc le patient doit se sonder ou peut se sonder lui-même. Et donc, on ne peut pas faire un sondage par jour, par exemple. Il faut faire la même chose, c'est comme un simulacre de la miction naturelle, et donc vous devez faire le matin et le soir, et entre aussi un peu comblé. Donc c'est 4, 5, voire 8 sondages par jour. Mais la moyenne, en principe, c'est de 4 à 5 sondages sur une journée complète, 24 heures. D'accord ? Et donc, c'est très important de bien respecter cette fréquence de sondage. Alors, les sondes vésicales, l'évolution dans le temps. Donc, au départ, c'est déjà connu depuis les Égyptiens. On en retrouve chez Hippocrate. Donc, dans toute l'histoire, on a déjà trouvé des moyens de libérer les patients qui ne savaient plus uriner. Dans ces cas-là, c'était souvent à cause de ça. Ce n'était pas encore parce qu'ils avaient des fuites urinaires. C'était essentiellement que cette
problème de rétention, l'urine est restée bloquée, ça entraîne forcément des douleurs et donc on devait libérer, soulager ces patients et donc c'était un simple tube creux cylindrique qui ressemblait à un roseau, un bambou, enfin bon, j'espère qu'il était assez petit, mais on a aussi des tubes en téflon, on a des tubes en bronze, enfin bon, il y a vraiment tout, ça a été bien détaillé dans l'histoire médicale. Mais les découvertes essentielles pour les sondes vésicales, c'est au cours du 19e siècle. On a eu énormément de progrès dans ce domaine-là. Et donc, les noms des inventeurs sont tous des médecins. Eh bien, on a gardé les noms de ces inventeurs, de ces médecins célèbres pour les noms des sondes. Donc, vous retrouvez Auguste Nélaton, sonde de Nélaton. Hein, c'était le développement du caoutchouc à cette période-là, et donc c'était des sondes en caoutchouc, alors qu'avant c'était de la gomme, donc c'était un peu plus, ça devait vraiment être très désagréable. Et puis vous avez Joseph Frédéric Charrière, qui donne son nom au diamètre des sondes, on va les voir plus tard. Puis vous avez aussi Monsieur Béniquet, donc, qui donne son nom à des sondes qui sont un peu courbées, donc les sondes Béniquet, que vous rencontrerez très peu en milieu pharmaceutique, c'est surtout en médical. Et puis nous avons notre sonde de Follet, hein, Monsieur Follet, qui l'a découvert en tout cas en 1930, c'est un tout petit peu plus tard, mais là on a vraiment fait aussi un grand bond dans les découvertes médicales. Voilà, une fois que ceci passé. Voilà, on va rentrer dans les catalogues de sondes. Donc, on a ce qu'on appelle deux types de sondes. Vous avez des patients qui doivent garder une sonde à demeure. Donc, c'est permanent, c'est un sondage qui est permanent, une sonde qui reste et qui peut rester une semaine, un mois, et qui devra être changée en général toutes les 6 à 8 semaines pour éviter les infections, pour éviter qu'elles ne se bouchent. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les sondes intermittentes. On vient d'en parler un petit peu. Donc, les patients qui se font des sondages 4-5 fois sur la journée. Donc, ça permet de ne pas garder cette sonde à demeure. Et puis, vous avez des sondes pour hétérosondage. Hétéro, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre que soi qui pratique le sondage. Et autosondage, c'est soi-même qui se sonde. Je rappelle aussi que le sondage peut être réalisé par une infirmière, c'est un acte délégué sous prescription médicale. Donc si vous avez une infirmière à domicile qui vient vous acheter des sondes, ben, vous pouvez toujours vous enquérir effectivement si c'est avec une prescription médicale. Enfin, dans le dialogue avec votre client, vous pouvez toujours bien entendu vous rassurer que cela est bien respecté. Mais donc c'est un acte délégué, comme on l'appelle ça. Alors, nous avons les sondes permanentes, je vous ai expliqué. Vous avez les sondes pour sondage évacuateur aussi, intermittent ou évacuateur. Donc, on met la sonde, l'urine s'écoule et puis on retire cette sonde. Elles ont différentes caractéristiques, ces sondes. Elles ont des longueurs différentes. Vous vous souvenez que l'urètre féminin et l'urètre masculin n'étaient pas du tout de la même longueur. Et donc, il est logique d'avoir des longueurs différentes en fonction du client qui doit être sondé. Vous avez les diamètres, on a parlé de Charrière, vous avez le nombre de voies, on va revoir un petit peu plus loin, et vous avez l'extrémité d'une sonde et de voir un peu les caractéristiques. Alors, quand on parle de sondage permanent, donc sondage à demeure, vous devez utiliser des sondes de Follet. Donc, il y en a plusieurs, mais ce sont des sondes qui sont munies d'un ballonnet. Elles sont introduites via l'urètre dans la vessie. Et évidemment, comme elles doivent y rester de manière permanente, il faut bien qu'elles tiennent. Sans ça, elles vont, par la gravité, elles vont forcément descendre. Et donc là, vous avez un système de sonde avec un ballonnet qui permet de rester dans la vessie. Donc, elle est placée en permanence pour drainer les urines. Elle peut être accordée à un sac de recueil, ça également aussi. Les patients vous demandent ou les clients vous demandent des sacs collecteurs d'urine. Hein. En général, ce sont des sacs de 2 litres ou des sacs de 500 millilitres que l'on raccorde aux sondes de Follet en général. Qu'est-ce que je devais dire dedans? Oui, je pense que je vais vous préciser que
le ballonnet en question, il doit être gonflé avec de l'eau, pas du sérum physiologique, de l'eau. Pourquoi? Parce que si vous mettez du sérum physiologique dans le ballonnet, il va y avoir des petits cristaux de sel qui vont venir érailler, si vous voulez, ou en tout cas agir sur la porosité de la sonde. Et donc, vous risquez d'avoir un ballonnet qui va fuiter et perdre la sonde. Donc, si on vous demande une sonde de Foley, demandez aussi avec quoi on va gonfler le ballonnet et prescrivez de l'eau, des petites flapules d'eau stérile. Vous pouvez faire ça parce que c'est en moyenne 10-15 millilitres d'eau pour le ballonnet. Ces sondes doivent être en silicone. Le latex, c'est terminé. On avait des sondes en latex, je vais vous montrer un petit peu par après, mais le latex créait des allergies, il était aussi poreux, donc vraiment ça c'est à proscrire, elles doivent toujours être en silicone. Alors, simple courant pour drainer les urines et double courant, c'est-à-dire que vous avez un embout pour gonfler le ballonnet, un embout qui sert à faire le drainage et vous pouvez également instiller le produit pour faire un nettoyage, pour faire instiller un médicament, un produit de contraste lors d'un examen. Il existe des systèmes clos, donc sondes et sacs collecteurs qui sont connectés ensemble, hein, donc c'est vraiment un système fermé pour éviter les risques d'infection parce que chaque fois qu'on fait une manœuvre, qu'on détache un sac d'une sonde de Foley, ça ne peut pas. Vous devez garder les deux. Au sens ça, vous avez une entrée et automatiquement une possibilité d'infection urinaire. Voilà, vous voyez la sonde en haut, là, la sonde jaune, c'était une sonde en latex. Et vous voyez que vous avez l'embout distal, l'embout proximal et vous avez le corps de la sonde. Et donc, vous voyez le ballonnet là qui est gonflé. Après le ballonnet, vous voyez un petit orifice qui est l'œil de la sonde. Et alors, on appelle un œil, mais aussi des œils de sonde. Donc, ça ne se traduit pas comme chez nous avec les yeux, mais c'est bien des œils de sonde. Vous voyez qu'à l'autre extrémité, vous avez l'embout avec une petite couleur rouge qui vous détermine la charrière de la sonde, donc le diamètre de la sonde. Et vous avez l'embout distal pour pouvoir mettre soit le raccord du sac à urine, soit instiller un produit quelconque. En dessous, vous avez différentes. Hein, voilà, vous avez deux sondes à simple voie et vous avez la sonde blanche à l'extrême gauche et la troisième sonde après la jaune, vous avez une sonde à 3 voies. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. La sonde pour mettre le ballonnet, enfin forcément la sonde du ballonnet, la sonde pour introduire le sac collecteur et la sonde pour faire un lavage. Par exemple, quelqu'un qui a été opéré d'une prostatectomie ou d'une infection, d'un problème vésical, une tumeur, eh bien, on fait ce qu'on appelle des lavages. Et puis de l'autre côté, vous avez un embout droit et un embout légèrement courbé, hein, un embout qui est un peu, oui, en angle un peu. Et donc ça, ce sont des sondes qu'on appelle les sondes de Tiemann. Je vais vous montrer après. Alors, où se trouve le ballonnet? Ben, vous avez au nouveau une coupe frontale de notre vessie et donc vous voyez que le ballonnet est passé en tout l'urètre, passé le sphincter et il est à la base au niveau du trigone et donc là le ballonnet évidemment est posé, quand on tire il est vraiment soutenu par la base de la vessie. Et puis à côté à l'extrême droite vous avez donc la sonde droite qui est la sonde de Nélaton. Et vous avez une sonde qui est courbée, vous la voyez vraiment bien ici. Et ça, ce sont des sondes appelées de Tiemann. De nouveau, M. Tiemann qui a inventé ces sondes. Les sondes de Nélaton, ben, je vous ai encore montré un exemple ici. Donc, toujours sèches, comme vous voyez. Elles n'ont pas du tout elles sont mises dans un étui et donc voilà, elles se présentent comme ça. Vous avez l'embout coloré qui vous donne toujours la charrière et c'est cet embout qui vous permet de la maintenir évidemment parce que le reste de la sonde est stérile. Donc ça, il ne faut jamais mettre les doigts au niveau de la base siliconée. Et puis vous en avez une autre là qui est béquillée, donc qui est de Tiemann. Donc,
en petit ton, on a vu les sondes de Nélaton, on a vu la sonde de Tiemann. Alors, Oliver, je vais revenir un peu dessus. L'extrémité proximale, je viens de vous expliquer, elle permet d'introduire un fossé, une seringue d'irrigation ou un stylet. Et également, forcément, c'est la plupart du cas, de mettre un sac de recueil. Elle est pré-lubrifiée ou elle est auto-lubrifiée et elle est toujours stérile. Nous voilà de nouveau à gauche avec une sonde. Donc les sondes blanches incolores, ce sont des sondes de silicone. De nouveau, vous avez une sonde à 2 voies, une sonde à 3 voies. Donc le ballonnet toujours avec la couleur qui fait la charrière du ballon, de la sonde, pardon. Une voie pour introduire le produit et une voie évacuatrice. Généralement, dans votre cas, au niveau des officines pharmaceutiques, vous aurez des sondes simplement à simple voie. Donc, à la gauche, là où vous avez le ballonnet avec la charrière rouge, et c'est souvent celle-là que vous aurez à donner aux patients ou à vos clients. À côté, de nouveau, des sondes en silicone, et vous voyez de nouveau là, les orifices. Alors, les fameuses charrières, dont je vous parlais de M. Charrière qui avait inventé, donc ce sont des calibrages en fait. Hein. Et donc, chaque couleur correspond à un calibrage. Donc, vous avez la blanche, la verte, enfin voilà, vous avez différentes qui correspondent à la charrière 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et bon, en milieu hospitalier, on en a encore de plus grosses, mais en général, quelle va être la bonne charrière pour vos patients si quelqu'un vient vous chercher une sonde? D'abord, il faut s'enquérir aussi, donc, de plus ou moins l'âge du patient. Pourquoi? Parce que si vous avez un enfant, vous ne devez pas aller plus qu'une charrière 6, maximum 10. C'est beaucoup trop grand déjà. Donc en fonction de l'âge de l'enfant, je dirais charrière 6, charrière 8. Dès que vous passez à un adulte, la charrière, on peut aller de 12 à 18. Je dirais que la plupart des charrières, c'est 14, 16. Ça, c'est vraiment un bon. Si vous avez tendance à prendre plus petit en charrière en vous disant ça va faire moins mal à mon client, hein, donc je vais lui proposer une charrière 12, c'est trop fin et donc c'est moins facile pour sonder la personne et finalement vous croyez bien faire en proposant une charrière plus petite et finalement bien non, parce qu'on aura plus de difficultés de l'introduire par l'urètre dans la vessie et donc finalement le patient aura quand même beaucoup plus de désagréments qu'une sonde charrière 16 par exemple. Mais ça, de toute façon, normalement, c'est prescrit sur la prescription médicale que vous aurez à fournir. Mais n'empêche, si jamais vous avez confronté à un problème de ce genre, ben voilà, vous pouvez pouvoir conseiller votre client. Alors, l'œil de la sonde, je vous ai dit un œil, les œils, donc ce n'est pas une erreur avec œil avec S, hein, ce n'est pas une faute d'orthographe. Donc, les œils de la sonde, eh bien, vous avez ici, vous voyez les orifices, hein, et ma collègue, Madame Bécu, va se charger de vous expliquer comment elles sont faites. En tout cas dans son produit. Et c'est important parce que justement, ces œils, s'ils ne sont pas bien polis, eh bien, ils éraillent beaucoup plus l'urètre lors du passage. Et donc, ça a toute son importance. Mais ça, c'est plus dans le packaging et la dynamique de la création des sondes. Mais donc, ces œils ont toute leur importance. Alors, vous voyez qu'ici, ils sont un peu décalés. Et là, j'ai repris une photo d'Europharma, enfin je l'ai mis dans la bibliographie, hein, vous pourrez y retrouver, parce que je la trouvais bien faite, parce que vous aviez tout en bas du slide que j'ai repris, vous avez à l'extrême gauche ce qu'on appelle côte à côte, hein, et puis vous avez décalé, et puis vous avez opposé. Donc vous voyez vraiment 3 cas de figures d'œil. En général, je dois avouer qu'on prend la standard, hein, c'est souvent la décalée ou le côte à côte qui sont utilisés. Mais l'important, c'est le polissage. Alors, je remontre encore là-haut la sonde de Nélaton et la sonde de Tiemann, comme ça vous avez de nouveau un petit exemple de sonde Nélaton. Et donc, les sondes pour les sondages intermittents. Je vous rappelle que
ces patients doivent se sonder 5 à 6 fois par jour, jusqu'à 8 fois par jour dans des cas extrêmes, qui sont déterminés par le médecin. Et également, dans ce cas de figure, vous allez recevoir un document que le patient doit vous apporter, puisqu'il y a d'abord une introduction par le médecin spécialiste, urologique, pédiatre ou neurologue. Ce sont les 3 seules spécialités médicales qui peuvent fournir la prescription de sondes pour un remboursement. Donc, le patient, on a fait sa mise au point, on a vu tout ça, donc maintenant on peut lui proposer les sondes pour autosondage. Il doit rentrer ce document au médecin conseil de sa mutuelle. Il y a quasiment tout le temps un retour positif. Je crois que je n'ai jamais reçu de point négatif. Et donc, à ce moment-là, le patient vient avec un document que vous, pharmacien, devez compléter chaque fois que vous avez distribué des sondes aux patients. Et donc, sur ce formulaire, il est inscrit, si ce sont 6 fois par jour pendant 1 an, parce que le formulaire est pris en charge 1 an et puis doit être renouvelé. À ce moment-là, ce sera 5 ans. Mais donc, la mutuelle calcule en fonction de ce qui est indiqué. Donc, elle fait 365 fois 5 et ça fait un certain nombre de sondes. Et vous avez le quota maximum à distribuer. Donc, le patient peut vous commander la totalité ou peut venir de manière, en général, ils viennent plusieurs fois sur l'année chercher leurs sondes auprès de vos officines. Alors, auto-hétérosondage, je pense que ça c'est clair, hein, ça le dit bien. Auto tout seul, c'est faire soi-même, l'hétéro par quelqu'un d'autre. Les sondes, eh bien, en PVC, ce sont les sondes sèches. Elles sont à déconseiller, voire proscrire. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas lubrifiées. Hein, on dit bien, elles sont sèches. Et donc, c'est vraiment des in-out occasionnels et toujours avec un lubrifiant que vous devez donner, enfin non, pas vendre, pardon, à votre client. Alors, elles sont aussi pré-lubrifiées. Elles sont aussi à déconseiller parce que le lubrifiant qui se trouve sur cette sonde, eh bien, quand on introduit la sonde au niveau du méa urinaire et qu'elle progresse dans l'urètre, eh bien, tout ce gel, si vous voulez, reste coincé et donc il y a beaucoup plus de friction également. Alors, on passe aux sondes qu'on appelle hydrophiles, et ces sondes sont prêtes à l'emploi, et ce sont celles qui sont actuellement le moins traumatisantes pour l'urètre. Donc, c'est celles-là que l'on préconise actuellement. Alors, il y a également des sondes tout emballées, auxquelles il y a une poche de recueil. Ça, c'est de nouveau pour des sondages dits intermittents. Je fais le résumé. Sonde droite, sonde béquillée, le diamètre qu'on appelle charrière des sondes, la longueur, la lubrification, ça j'en parle aussi, et l'extrémité distale, ce qu'on appelle l'embasse, ouverte, fermée, biseautée, les œils latéraux variables en nombre et en position. Je voulais revenir sur la longueur. La longueur, eh bien, on avait vu les dames plus petit urètre, donc une sonde qui peut aller entre 7-9 cm jusqu'à 20 cm, puisque la sonde de Nélaton est en moyenne à 20 cm. Et vous avez également des sondes pour les messieurs, Nélaton 40 cm. Là, vous êtes directement 40 cm, c'est plus ou moins la moyenne pour les messieurs, 20 cm pour les dames. Mais on peut aller beaucoup plus petit, puisque 7 à 8 cm suffisent. Et ce sera beaucoup plus confortable par après, vous verrez. OK, tout va bien? Alors, une petite explication sur les lubrifiants. Donc, ils sont toujours stériles, puisqu'on parle de sondes stériles. Donc, tout ce qui est introduit. Donc, les embouts distaux peuvent être touchés, mais tout ce qui rentre au niveau de l'urètre doit rester forcément stérile. Idem pour les lubrifiants. Donc, les lubrifiants sont toujours stériles. Alors, à quoi servent-ils? Eh bien, ils servent à dilater et à ouvrir le sphincter urétral pour permettre un sondage correct. Certains contiennent des désinfectants. Endogel, j'ai trouvé ce terme. Chez nous, personnellement, en milieu hospitalier, on utilise à base d'anesthésiant. Hein, c'est ce qui est le plus important pour le patient. Et c'est souvent l'insti à la gel que l'on propose. Mais aussi à l'EKY, enfin, il y a un plein de choses. Alors, les sondes, elles sont lubrifiées, hydrophiles
à basse friction pour éviter les sténoses urétrales. Donc chaque fois que vous introduisez une sonde dans une urètre, vous risquez d'avoir des petites érosions, des petites éraflures, et donc cette friction crée cela et ça provoque à long terme des sténoses urétrales, d'où l'importance d'un bon choix de sonde hydrophile. Je vous montre un peu les packagings que vous avez peut-être déjà pu découvrir. Donc, nous avons des sondes ici. Je pense que vous avez compris que ce sont des sondes pour des dames, puisqu'elles sont de petite longueur. Et vous voyez qu'elles ont entre 7 et 9 cm de moyenne. Alors, vous voyez que le packaging est important parce que les patients qui se sondent, eh bien, ils doivent avoir un certain confort, une certaine sécurité bien entendu, mais un confort également, et donc l'importance de pouvoir les mettre dans leur sac à main de manière discrète ou dans des poches. Ça existe également, le packaging pour les messieurs, c'est pareil, ils peuvent être discrets, ils sont à l'intérieur de leur costume, ils peuvent rentrer dans les chemises, enfin voilà, donc il y a différents packagings, c'est important. Et voilà, encore des exemples. Et vous voyez que la sonde à l'extrême droite, ici, a été, enfin au centre, a été ouverte. Et vous voyez à quoi elle ressemble. Vous verrez un peu mieux tout à l'heure. Le système, ce qu'on appelle non-touch, hein, à l'extrême gauche, vous voyez qu'une sonde non-touch, c'est une sonde, vous voyez qu'elle est comme si elle était emballée dans un plastique. Et donc là, le patient peut la tenir et mobiliser la sonde. Et vous voyez que là, elle est raccordée à un sac clos, système clos. Donc ça peut exister, par exemple, chez les patients porteurs d'handicap. Ces patients, forcément, ne savent pas se déplacer facilement. Hein. C'est un travail énorme de se déplacer de la chaise roulante à une toilette, etc. Et donc, ça leur permet un confort supplémentaire puisqu'il y a une poche de recueil. À l'extrême droite, vous voyez que les embouts des sondes, enfin, moi je ne vois pas bien, mais j'espère que vous voyez mieux, que les embouts sont un peu olivères. Hein. Il y a une petite... un petit système olivaire qui permet de mieux passer au niveau de la prostate chez les messieurs. Donc elles sont longues, c'est pour les messieurs. Et là, vous avez aussi un autre système de packaging, on verra un peu plus tard les packaging, mais donc vous avez des sondes toujours système hydrophile et non-touch. Donc le patient, tout le lubrifiant est à l'intérieur et vous avez l'introduction, vous pouvez le toucher et vous introduisez de manière stérile la sonde au niveau du méa dans l'urètre. En conclusion, les sondes qui sont proposées sur le marché, elles sont nombreuses. Le choix est parfois complexe, notamment pour l'autosondage, puisque là, il y a quand même une belle panoplie de choix de sondes. Elles présentent toutes des spécificités différentes pour répondre aux besoins des clients selon leur pathologie. Et ces spécificités doivent être connues de vous, chers pharmaciens. Et donc, c'était un peu le but de ce travail. Je pense que je vais peut-être laisser les questions-réponses parce que j'ai peut-être été un peu trop vite dans certaines choses. Mais je pense que ce qu'on a retenu essentiellement, c'est que nous avons des sondes pour une seule fois, des sondes qui restent à demeure, des sondes pour sondage intermittent, c'est-à-dire on doit faire plusieurs sondages sur une journée. Déjà, ça, c'est déjà un bon résumé. Que vous avez une sonde qui doit toujours être lubrifiée, donc si c'est pour rien qu'une fois, et qu'on donne une sonde de nélaton, donc sondes qui sont sèches, eh bien toujours avec un lubrifiant. Que si vous avez une sonde dite de Foley, sonde à demeure, c'est avec un ballonnet que l'on gonfle avec de l'eau. Que les sondages intermittents, que vous en avez différentes possibilités, différentes packaging, et donc là, je pense que c'est votre client qui vous demandera de les commander. Lubrifié, j'insiste, hydrophile toujours, siliconé, donc toujours des sondes siliconées. Et en pédiatrie, beaucoup plus prudent au niveau de la vente de sondes, mais là, à ce moment-là, vous avez souvent des prescriptions vraiment faites. Voilà, je pense que j'ai fait le tableau un peu de tout, et donc je vais remettre mon masque et laisser la place. Voilà, je vous en prie. Mille merci, vraiment. Mille merci de votre présentation, très intéressant.
sur un sujet ô combien difficile à aborder au comptoir. Hein. Comme vous pouvez vous imaginer, ce sont des pathologies qui sont difficiles et où on n'a pas beaucoup d'explications. Donc, merci beaucoup pour tout ça ce soir. Alors, très rapidement, on a eu 2 ou 3 questions plus générales sur l'incontinence urinaire. Évidemment, on est pharmacien, vous avez parlé des médicaments. Quels sont les médicaments dans votre pratique courante que vous pouvez pointer du doigt? On a eu de nombreuses questions sur ces médicaments, bien sûr. Alors effectivement, les médicaments qui agissent sur le système parasympathique, et donc vous avez tout ce qui est anticholinergique, j'arriverai pas à le dire. Les anticholinergiques. Merci, c'est très gentil. Voilà, donc c'est souvent cette gamme de produits. Certains produits qui agissent au niveau de la contractibilité cardiaque aussi peuvent créer ce genre de problème urinaire, d'incontinence. C'est essentiellement ceux-là, mais en général, effectivement, le client qui reçoit ce médicament, il est prévenu par son médecin. Mais malgré tout, il y a encore des médecins ou des médecins traitants qui pourraient prescrire ce genre de médicaments. Et donc voilà, vous avez ça éventuellement. Pour ceux qui veulent, eh bien, il y a quand même toujours des listings. Hein. Je pense que vous avez des compendiums avec des effets secondaires, mais c'est vrai que si vous... C'est surtout dans le sens où la personne arrive et elle vient spontanément chez vous parce que, bon, voilà, elle est confiante avec son pharmacien et qu'elle dit, ben voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive là, mais j'ai des problèmes, là, j'ai des fuites, j'ai des soucis urinaires. J'avais pas ça avant, et donc là, à ce moment-là, votre rôle est important. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez déjà dire, tiens, est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre médication? Parce que vous, pharmacien, vous n'avez pas le traitement du patient, bien entendu. Hein, ils viennent en général chercher de nouveaux médicaments, mais c'est par ce biais-là que vous pouvez à ce moment-là dire. Et là, cibler sur le nouveau médicament qu'ils ont pris, qu'ils prennent peut-être depuis un petit mois, et là, vous avez vraiment votre rôle aussi. Alors, autre question plus générale, est-ce qu'il y a des conseils de prévention dans l'incontinence, en tout cas pour activer? Est-ce que la pratique sportive, est-ce que certaines alimentations, certainement le rôle de l'alcool, du tabac? C'est clair que l'alcool, le tabac sont des excitants et donc en général, ils agissent ils ont un peu leur rôle aussi dans la contraction involontaire du détrusor. La pratique de sport, eh bien, vous avez vu que la pratique du sport en elle-même est indiquée, puisqu'il y a quand même, si vous avez un relâchement important de votre périnée, forcément, vous allez avoir de l'incontinence urinaire, on l'a vu tout à l'heure. Donc, conseiller à vos patients, oui, de faire des exercices, d'aller voir un kiné éventuellement hein, pour renforcer toutes ces sphères du périnée. C'est souvent chez les dames, hein, c'est pour ça d'ailleurs que les femmes ont plus de problèmes d'incontinence, parce qu'avec l'âge, avec la ménopause, le manque d'hormones, les grossesses à répétition, même des fois une seule grossesse suffit, vous avez évidemment cette laxité, si vous voulez, du périnée. D'un autre côté, pas en faire de trop, puisque si vous faites un sport à haut niveau, là aussi, il faut retomber dans l'incontinence. Donc voilà, vous pouvez conseiller votre client par ce biais. Alors, une fois que le diagnostic ou la prescription de sondes est initiée, se pose alors la question de l'éducation. Est-ce que c'est prévu une éducation pour, quand ça ne passe pas par l'infirmière, des séances d'éducation pour le bon placement de la sonde? Oui, alors, donc, comme je vous ai expliqué, les patients qui ont besoin d'un sondage une fois, donc quelqu'un passe en rétention urinaire sévère, hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'urine ne s'écoule plus, il y a un blocage, par exemple un monsieur qui a un problème de prostate, une hyperprostate,
bien, à un moment donné, il va risquer de ne plus savoir uriner. Et donc, la douleur s'installe parce que votre vessie, elle se remplit. On a vu qu'il y avait une capacité maximale. Il y a quelques fuites, donc c'est très invalidant. Mais en plus, il y a la douleur parce que la vessie n'est toujours pas vidée. Et donc, à ce moment-là, eh bien, le médecin va peut-être faire appel à l'infirmière à domicile pour pouvoir faire le sondage. Toute infirmière est censée avoir eu l'éducation, enfin la théorie d'un sondage. Et c'est pour ça aussi que, en principe, elle va venir chercher la sonde, elle va venir la chercher chez vous. Mais si vous avez quelqu'un qui ne demande pas, par exemple, de lubrifiant avec une sonde de Nélaton, mais c'est celle-là aussi, tiens, c'est bizarre, elle ne me demande rien d'autre. Donc, voir un petit peu avec elle si elle a... ce qu'il faut pour pouvoir, et par ce biais. Mais bon, en principe, une infirmière peut et a reçu l'information et la théorie pour faire des sondages. Les patients qui se sont d'eux-mêmes, ils sont tous passés par un écolage, une éducation en milieu hospitalier. Voilà, il y a beaucoup de donc, questions. C'est entre autres le rôle d'estomathérapeutes, des infirmières référents donc, qui ont eu une formation spécialisée dans le domaine. Et donc, elles ont des consultations spéciales pour éduquer le patient, pour expliquer l'importance des sondages, donc tout ce que je vous ai expliqué, l'importance de se sonder, parce que eh bien, c'est une grosse contrainte pour un patient de se sonder 4 à 5 fois. C'est une grosse appréhension de se mettre une sonde dans un méa urinaire, ce n'est pas toujours évident. Et donc, une fois qu'ils ont vu, qu'on leur a expliqué, eh bien, là, évidemment, ils maîtrisent la technique. Et ils peuvent se sonder. Voilà, c'est ça. Donc, ça passe par une éducation. Il y a une éducation préalable en milieu hospitalier, oui. Et l'infirmière du domicile peut toujours continuer aussi, évidemment, à éduquer, mais l'éducation principale se fait en milieu hospitalier par des infirmières de référence. Merci. Alors là, comme vous voyez, les questions, vraiment, on en a énormément. Elles sont plus techniques, oui. Donc je vais vous les poser les unes après les autres. Comment choisit-on un embout courbé? Alors, on choisit un embout courbé. L'embout courbé, il sert à passer le passage de l'urètre au niveau de la prostate. Donc, il est généralement, quasiment à 99%, c'est chez les messieurs qu'il faut une sonde courbée. Donc le petit courbage, il sert à pouvoir passer la courbure d'une méa dans la... Enfin, quand vous voyez l'anatomie, je peux. Tu le désinfectes après. Donc quand vous avez ici, on l'a un peu simulé. Donc vous avez la courbure et la prostate se trouvent plus ou moins ici. Hein. Donc c'est vraiment un angle chez les messieurs. Et donc le fait d'avoir un angle, quand on a une trop grosse compression par la prostate, le fait de pouvoir avoir une béquillée, donc une Tiemann, hop, elle rentre beaucoup plus facilement dans la courbure. Donc c'est essentiellement les sondes de Tiemann, les sondes béquillées, c'est essentiellement chez les messieurs. Alors, comment conseiller aux patients d'utiliser son lubrifiant dans la sonde? Alors, en respectant évidemment toute la sepsie dont vous avez parlé. Alors, si vous avez un patient qui demande comment utiliser son lubrifiant, c'est déjà qu'il n'a pas la bonne sonde. Première chose. Pourquoi? Parce que la sonde doit être, chez un patient qui se sonde lui-même, elle doit être hydrophile, autolubrifiée. Donc, ça a déjà un souci. Il n'a pas déjà la bonne sonde parce que normalement, il ne doit pas mettre de lubrifiant. Si au cas il doit mettre le lubrifiant, eh bien, il doit introduire, d'abord faire une toilette intime, et puis introduire l'orifice parce que vous avez un cône à chaque lubrifiant, l'introduire au niveau du méa le plus profond possible, et puis injecter gentiment, et masser chez les messieurs, de nouveau, tenir la vêche en érection et un peu masser pour que ce liquide ça, pénètre. Mais normalement, il ne doit pas le faire puisqu'il ne doit pas avoir une sonde qu'il nécessite un lubrifiant. Elle est auto-lubrifiée. Donc, première chose qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'a pas la bonne sonde. Alors, un pharmacien nous demande que vous parliez de la sonde Oliver. La sonde Oliver, ce n'est pas une sonde, c'est une sonde de Nélaton où les embouts sont différents. Et donc, vous avez l'embout de la sonde, elle était un peu courbée, comme ça, un peu arrondie. Ça, c'est la sonde classique. Et puis, vous avez des sondes Oliver qui ont
un petit, vous le verrez tout à l'heure, qui ont comme petite olive, effectivement, hein, une petite cupule au bout, un petit rétrécissement, et qui permet cette sonde, l'avantage de cette sonde olivaire, qui est récente, hein, elle permet de nouveau de pouvoir bien pénétrer dans le niveau du méa urinaire et d'évoluer dans ce canal dont j'ai désinfecté maintenant, mais donc dans le canal urétral au niveau masculin, souvent c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas de sonde olivaire, à ma connaissance, chez les dames. Alors, est-ce qu'il existe, en fait, à votre connaissance, en fait, vous imaginez, nous, c'est un problème qu'on a, je ne vais pas dire que c'est épisodique, mais bon, c'est moins courant que chez vous. Est-ce qu'il existe un catalogue qui reprend tout pour nous aider dans le choix, qui reprend toutes les sondes? Quel est le matériel que vous avez, vous? Vous, pharmacien? Oui. Alors, normalement, chez les pharmaciens, vous avez reçu un listing de l'INAMI, un catalogue, effectivement, avec toutes les sondes, Nélaton, Follet, Timan, avec leurs spécificités, leur cas. Je pense que ça, vous devez avoir dans les officines. Et c'est actualisé? Oui, c'est actualisé, effectivement. Ça doit être téléchargeable, certainement. Ça doit être téléchargeable, certainement, oui. Okay. Et donc, vous avez, alors là, vous avez remboursé, pas remboursé, sèche, enfin, voilà, vous avez encore toute une série avec les firmes pharmaceutiques. Je pense que peut-être Mme Bécu pourra aussi dire, mais il y a tout un listing, effectivement, qui va de pair avec le remboursement de l'INAMI. OK. Alors, je crois que vous l'avez dit, mais rappelez-nous, toutes les sondes INOT sont-elles sèches? Oui, la sonde, en principe, un sondage INOT, on le fait avec une sonde de Nélaton dite sèche par définition. Mais vous pouvez faire une INOT avec une sonde lubrifiée, mais souvent, malheureusement encore, on va prendre une sonde de Nélaton sèche. Et donc, il faudra rajouter le lubrifiant. Et quel lubrifiant conseiller? Je ne sais pas, dans votre spécialité, vous avez l'Instillagel qui est très bien parce que c'est un bon pouvoir anesthésiant, avec une grande capacité, hein, il y a à peu près 20 millilitres dans un Instillagel. Si vous mettez un petit KY, il n'y a que 2 millilitres là-dessus. Donc voilà, il faut quand même lubrifier toute la sonde. Et donc malgré tout, il faut quand même une quantité suffisante dans votre packaging pour pouvoir lubrifier. Mais voilà, je crois qu'on a déjà bien dépassé notre temps de parole. Merci, merci beaucoup. Questions. Voilà, je vous en prie. Qu'est-ce que je désinfecte ici? Oh, nous allons le faire. Parce que comme j'ai utilisé celui-là, en tout cas. Oui, on va désinfecter. Je vais le faire. Merci beaucoup de vos questions. À vous. Merci d'être. Et restez bien connectés parce que la suite est très intéressante. Donc voilà, je vous conseille de rester bien connectés. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Voilà, donc nous allons poursuivre la soirée avec une présentation. Donc vous ne pouvez pas voir, mais mon comptoir est plein comme dans une officine de sondes pour bien vous montrer. On aurait préféré être en présentiel, c'est toujours plus agréable, mais voilà, on fait avec les moyens du bord et je crois que malheureusement l'année 2021 s'annonce encore pendant quelques mois en rendez-vous en live webinar. Donc moi je vais vous remercier de votre fidélité pendant toute cette période difficile. Vous avez été chaque fois de plus en plus nombreux à nous suivre. Et donc maintenant je laisse la parole à Madame Sylvie Bécu, qui est en fait déléguée médicale de la société Coloplast et qui va nous présenter de façon très interactive et très vive les différentes sondes avec les conseils associés. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Madame Évrard. Voilà, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette session qui dure environ 15 minutes pour vous présenter les produits, bien sûr, donc les différentes sondes qu'on a à vous proposer pour vos patients, mais également qui nous sommes Coloplast, en quelques mots pour un petit peu vous expliquer. Notre mission, tout d'abord, c'est bien sûr de trouver des solutions pour les problèmes chez les patients qui ont des problèmes médicaux intimes. Et ça, nous le faisons déjà depuis maintenant quelques années, depuis plus de 60 ans, puisque c'est en 1954 qu'a commencé l'histoire de Coloplast avec l'infirmière Elise Sorensen, qui a inventé la première poche de stomie pour sa sœur qui était malade.
en fait. Et elle s'est associée plus tard à un industriel pour fabriquer en série les poches de stomie, donc qui étaient nées. Vous pouvez encore admirer la première poche de stomie dans nos bureaux au Danemark, puisque Coloplast est une société danoise, donc on peut encore la retrouver dans notre musée, dans nos bureaux. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors aujourd'hui, entre-temps, nous sommes devenus leader mondial au niveau du matériel, en fait, vraiment pour les médicaux intimes, pour les soins intimes. Et nous avons 4 divisions. Donc nous avons les soins de stomie, dont je vous ai parlé. Nous avons aussi les soins de continence qui nous intéressent directement aujourd'hui, avec les sondes, bien sûr, mais nous avons également les étuis péniens qui peuvent répondre aux besoins d'incontinence pour vos patients. Nous avons ensuite les soins de plaie et pour terminer, tout un matériel urologique très spécifique au bloc opératoire. Alors, au niveau de l'équipe, nous sommes 10 délégués médicaux présents sur tout le territoire belge. Nous sommes à votre service, donc n'hésitez pas à prendre note directement maintenant de nom de mes collègues et de leur numéro de téléphone, car nous sommes là pour vous aider, vous et vos patients, pour répondre à vos questions sur le matériel, éventuellement demander également des échantillons. Nous avons également d'autres supports puisque nous avons un site web qui est très complet. J'y reviendrai un petit peu après plus en détail, mais là c'est vrai qu'il est très bien fourni. Vous allez trouver de nombreuses informations. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur coloplast.be. Ensuite, nous avons des newsletters. Vous pouvez vous abonner pour rester toujours bien informé des nouveautés parce que nous sortons régulièrement des nouveaux produits. Nous sommes vraiment dans une société qui se veut innovatrice avec toujours des nouveaux produits qui sortent. Nous faisons également de nombreux workshops comme des présentations, des formations pour tous les professionnels de la santé, que ce soit des infirmières, des médecins, mais nous assistons également au congrès et nous étions présents donc à votre congrès pharmacien au ESEL. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu là partout pour vous soutenir et vous donner un maximum d'informations. Passons maintenant au cathétérisme intermittent. Donc, Madame Duty a vraiment très bien expliqué, je pense, comment le faire, qui fait l'éducation. Et je pense qu'elle a bien insisté aussi sur l'importance de choisir le bon matériel. Alors, nous avons chez nous une solution sur mesure pour chaque patient. Vous voyez, la gamme est très large. Et là, on va venir vraiment en détail pour voir, hommes et femmes, quelles sont les possibilités qu'on propose pour ces patients. La première chose que je voulais voir avec vous, c'est bien sûr le lubrifiant, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu et c'est très important parce qu'on va voir le design après des sondes. Et c'est vrai que les designs, c'est toujours un plus pour le patient parce que ça va augmenter sa qualité de vie, sa compliance, on le sait, ça va motiver un patient de continuer à se sonder. Mais finalement, le plus important, c'est le lubrifiant. Madame Duty l'a bien dit, un patient doit se sonder en moyenne 5 fois par jour. Je ne sais pas si vous savez combien de fois il doit se sonder par an. Eh bien, on monte à 1825 sondages par an. C'est énorme et on comprend maintenant toute l'importance que ça se fasse en sécurité et qu'on diminue le nombre de microtraumatismes le plus possible. C'est ce que nous faisons avec le SpeediCat et avec le lubrifiant unique. Je voudrais voir ce schéma avec vous. Donc, sur votre gauche, vous allez voir le premier schéma du lubrifiant. Vous voyez, donc au-dessus, c'est l'urètre. Au milieu, vous trouvez la couche de lubrifiant. On la voit qu'elle est bien irrégulière. En dessous, vous avez la sonde et c'est une coupe frontale. Donc, vous pouvez bien observer directement qu'il y a un contact entre l'urètre et la sonde et il y aura donc des frottements à répétition. Par contre, sur le schéma de droite, vous avez le lubrifiant SpeediCat. Et là, on peut bien observer, au-dessus, vous avez la couche du lubrifiant qui est bien uniforme tout au long de la sonde, tant à l'introduction qu'au retrait. Donc, à aucun moment, l'urètre ne va être en contact direct avec la sonde. Et ça, c'est vraiment le plus important, surtout quand on connaît le nombre de sondages que le patient va devoir effectuer. Alors l'œil, c'est vrai que là, on en a déjà un petit peu parlé. On a un schéma maintenant qui va vraiment un peu plus précisément. Donc, vous trouvez sur votre écran gauche l'œil de la sonde traditionnelle. Il est ovale. Pourquoi? Parce qu'il est coupé en biseau. Et donc, on voit bien l'urètre qui est rose, rose clair, qui va rentrer vraiment dans la sonde. Et ce sont des bords coupants, donc ça va évidemment abîmer l'urètre à chaque passage sur l'œil.
l'œil spilicate, donc de nos sondes spilicates, on a fait le choix de couper l'œil vraiment à 90 degrés pour éviter que l'urètre ne pénètre dans la sonde. En plus de ça, on a poli les bords et on les a également lubrifiés pour vraiment avoir une sécurité maximum. C'est le plus important. Alors, je voudrais voir avec vous cette étude qui analyse les forces de friction par rapport au retrait de la sonde. Donc clairement, c'est quand le patient va se sonder et qu'il va retirer, c'est au moment où il retire sa sonde, on a vraiment mesuré cette force de friction. Donc sur la première ligne verticale, vous voyez la friction en moyenne en newton, et donc en bas à droite, vous voyez le résultat par rapport aux sondes. Donc la spilicate est en bleu turquoise, vous voyez immédiatement que la force de friction est nettement plus faible qu'une sonde hydrophile première génération ou encore qu'une sonde avec gel. Donc pour la sécurité, à nouveau, ce sera mieux de choisir bien sûr la gamme spilicate. Et par rapport aux sondes sèches, on en a parlé, c'est vrai que là, il faut rajouter un lubrifiant et ça, c'est vrai que ça a fort changé par rapport au nouveau remboursement. Le patient doit aussi payer son lubrifiant lui-même et en plus, il n'a pas la sécurité que peut lui proposer la gamme spilicate avec les sondes hydrophiles. Voyons maintenant la réduction de risque d'infection. Il est assez important puisqu'on voit bien ici dans cette étude comparative entre les sondes spilicates et les sondes sèches qu'il y a 2 fois moins d'infections des voies urinaires chez des patients qui ont utilisé des sondes spilicates par rapport aux sondes sèches. Pour terminer, intéressons-nous directement aux patients. Qu'est-ce que le patient préfère? On le voit pour un grand nombre de patients, 93%, ils vont préférer les spilicates par rapport aux sondes sèches. Donc, en résumé, pour tous ces avantages, je pense que je peux vraiment vous conseiller, quand vous voyez une grande commande de sondes sèches pour un patient, ça vaut vraiment la peine de discuter avec lui. C'est une de vos missions vraiment professionnelles, c'est d'informer le patient. Parce que malheureusement, trop de patients encore ont des anciennes sondes, parce que peut-être ça fait quelques années qu'ils ont été éduqués. Et donc, c'est vrai que ça a fort évolué dans le cours du temps. On va le voir maintenant dans la deuxième partie. On va voir les produits vraiment plus précisément. Et donc, ça vaut vraiment la peine de l'informer qu'il existe des autres solutions qui sont beaucoup plus modernes et qui sont en plus complètement remboursées. Donc, il y aura plus de sécurité avec cette gamme spilicate et un meilleur remboursement qu'avec les sondes sèches où ils doivent payer encore de leur poche le lubrifiant séparément. Voilà. N'hésitez pas évidemment à revenir vers nous pour commander des kits. Justement, je vais déjà vous les montrer. On a des kits d'essai pour les patients, donc qui sont vraiment très pratiques avec le matériel dedans, toutes les explications. Ceci, c'est pour les femmes et nous avons également pour les hommes les kits qui sont disponibles et complètement gratuits pour tester. On peut vraiment vous aider à accompagner votre patient dans ce transfert de choix de matériel. Alors, les produits en eux-mêmes. Donc, je commencerai d'abord par les sondes spilicates classiques. Donc, vous avez tout en haut de votre écran, vous avez la première sonde pour femmes, qui est bien sûr en élaton, et qui va faire 20 cm et qui est pré-lubrifiée, donc prête à l'emploi. Ensuite, nous avons classiquement la sonde pour hommes, dans un emballage bien sûr, et une sonde qui fait 40 cm. Et nous avons également la sonde Spilicate Flex. Donc on en a pas mal parlé déjà ce soir avec le fameux embout Oliver. Je vais maintenant vous la montrer en détail. Voici l'emballage. Donc il est très discret. Donc on peut croire que c'est une petite pochette. Donc le monsieur peut le mettre à l'intérieur de son veston ou à l'arrière de son jeans. Donc c'est vraiment en toute discrétion. Quand vous ouvrez l'emballage comme ceci, vous allez donc découvrir la sonde qui se trouve là. Donc vous voyez, il y a une gaine effectivement. Il va simplement dévisser la sonde et vous découvrez tout de suite l'embout Oliver dont nous avons parlé. Elle s'appelle la Spilicate Flex parce qu'elle est extrêmement flexible et qu'elle va facilement rentrer et ouvrir le sphincter pour pouvoir passer également cette prostate. Donc elle peut très bien convenir pour des patients qui ont besoin d'une élaton ou également d'une sonde Tiemann. Grâce au manchon qui est ici, le patient va facilement pouvoir introduire dans son urètre la sonde et la pousser grâce à cette gaine qui est sèche autour. Donc on a une très bonne préhension, donc il peut l'introduire tout à fait. Ensuite, il peut la refermer
et il évite d'avoir de l'urine justement sur ses mains. C'est très apprécié des patients. Une fois qu'il a effectué son sondage, il va pouvoir simplement la glisser dans l'emballage. Il peut la glisser à ce moment-là ici et on peut refermer l'emballage pour que ce soit discret et qu'il puisse la jeter dans la poubelle. Parce que je ne sais pas si vous avez observé, mais il n'y a pas de poubelle dans les toilettes des hommes, donc c'est un peu discriminatoire. Donc il va devoir évidemment trouver un endroit pour jeter cette sonde et comme elle est discrète, c'est possible, il peut le faire après. Voilà, ça c'était pour la sonde SpeediCath Flex que l'on voit maintenant à l'écran, peut-être d'un petit peu plus près, comme ça vous la voyez un petit peu mieux. Ensuite, nous avons la gamme pour femmes. Alors, je vous montre cette sonde. On peut tout de suite penser, tiens, c'est un petit lipstick, un mascara, mais non, c'est une sonde, donc on peut la glisser facilement dans son sac à main. Donc on l'ouvre et elle est prête à l'emploi. C'est ça vraiment qui est unique dans la gamme SpeediCath, c'est qu'elles sont toutes prêtes à l'emploi, donc on augmente vraiment la sécurité. Il n'y a aucune étape à faire. Il n'y a pas un sachet à ouvrir, on ne doit rien attendre. La sonde est tout de suite prête et le patient ne peut pas faire d'erreur. C'est vraiment très intuitif et très facile et bien sûr bien lubrifié. Hein. Ça vous l'avez compris, c'est très important. On peut connecter également à l'embout un sac à urine et on peut refermer également la sonde pour que la dame puisse la jeter par après. C'est bien sûr toujours un usage unique. Par rapport à la gamme, sur votre écran, là vous voyez toutes les sondes SpeediCath Compact. C'est vrai qu'elles sont assez compactes et celle que je ne vous ai pas encore montrée, c'est celle-ci, c'est la SpeediCath Compact Male, donc pour hommes. Quand on l'ouvre, elle va ressembler à ceci. Elle est télescopique. C'est aussi intéressant pour les patients qui ont peut-être un petit peu moins de préhension. On a vraiment un très bon contrôle. On peut facilement arriver à son MEA avec cette sonde SpeediCath Compact et on peut la remettre également à l'intérieur de l'emballage pour pouvoir la jeter discrètement. Là aussi, on ne voit pas que c'est une sonde, ça pourrait être un marqueur, on ne sait pas très bien ce que c'est, évidemment, tant qu'on ne l'utilise pas. Donc, vous voyez, la gamme est vraiment très étendue, donc la SpeediCath Flex qu'on a vu avec l'embout Oliver. Nous avons une gamme également pour les femmes, donc c'est l'ancienne SpeediCath Compact que vous voyez en vert, et maintenant c'est plutôt la Eve qui est utilisée, c'est-à-dire voilà, ce petit mascara. Ensuite la SpeediCath Compact, et pour terminer, c'est vrai qu'on a des sondes ici qui s'appellent les SpeediCath Compact 7, qui sont utilisées avec des sacs intégrés. Donc quand le patient éventuellement part en vacances, ou alors c'est des moments vraiment bien précis, il a besoin d'un sac intégré et on peut à ce moment-là tout de suite avoir cette sonde. Voilà, ça c'est pour l'homme. Vous reconnaissez la télescopique avec le sac et j'ai la même pour femme. Voilà. Toujours bien sûr un emballage très discret, ça c'est vraiment très important aussi. Maintenant, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'utiliser ces sondes avec un sac pour des moments vraiment très particuliers. Sinon, on conseille que ce soit le plus naturellement possible pour éviter justement d'accumuler du matériel et que ce soit vraiment très simple à la toilette, comme tout un chacun en fait. Pour terminer, je voudrais vous parler de notre site. Nous avons des films d'animation qui sont très complets, que vous pouvez consulter. Vous pouvez également envoyer vos patients les regarder. C'est très bien fait, c'est en images de synthèse. Nous avons également des films pour les étupéniens. Et comme je vous l'ai dit, ben voilà, nous avons notre site. N'hésitez pas à revenir vers nous pour demander des kits, pour demander éventuellement des formations, des informations. Nous sommes disponibles pour vous. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite encore une très belle soirée.